Quand on parle d'engagement, de dévotion, de main tendue, les mots sont vraiment faibles pour te définir. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que tu as une expérience de vie à partager, tu as vécu des choses qui te poussent aujourd'hui à venir en aide aux personnes en situation de handicap. Tu t'appelles Mike Bureau et tu vas nous raconter ton histoire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonjour Jennifer. Alors on va démarrer avec une photo. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit Frédéric Bureau, dit Fredo, c'est mon frère. C'est ton mon frère. frère. Il a 38 ans à l'époque. Quelle relation tu avais avec lui? On était, j'ai envie de dire, des frères un peu potes. La passion qu'on avait, c'était celle du football. Son autre passion qui aussi est liée au tournant de sa vie, ce qui est la moto. Il aimait tellement sa moto que sa moto trônait dans son salon, toujours bien astiquée, voilà. Donc à part ça, voilà, c'est un bon vivant avec les amis, quelqu'un toujours souriant, toujours la pêche. Jusqu'au jour où tu en parlais, le tournant de sa vie. 2013, le jour de la fête des mères, j'apprends qu'il est tombé la veille à moto. Il est à peu près midi. Je cherche à le joindre pour qu'on puisse aller ensemble voir maman, puisque c'est la fête des mères. Et on va dire une demi-heure après, une heure après, je reçois un coup de fil. C'est la voix de mon cousin que j'ai au téléphone. Et là, mon cousin, il me dit Fredo tombé. Il me dit ça comme ça, Fredo tombé. Je vais à l'hôpital, je le cherche et je le trouve couché là, avec des fils un peu partout, la tête qui a doublé de volume, on le reconnaît à peine. Et autour, je vois mon cousin, je vois sa copine qui sont déjà effondrés et on cherche à joindre ma mère. Là, on rentre dans un tourbillon. Parce que tout s'enchaîne, les médecins qui viennent, qui nous expliquent la situation. Et là, on nous dit qu'il a fait un dépassement et qu'il a perdu le contrôle de sa moto et que voilà. Autant mon cousin que moi, on ne croit pas à cette version-là. Et donc, on va sur le terrain, donc on va à Gare aux Arts, aux Abîmes. On tombe sur un gars qui a un truc de bouquet ou de grillade, et il nous dit qu'il a vu l'accident. Il a été alerté par la moto, parce qu'il voyait effectivement que sur cette portion de route, les motos passent très vite, et là, la moto passait tranquillement, donc il a eu le temps de la voir. Et après, il a vu que la moto est sortie du chemin et est allée dans le décor. Les médecins ont découvert qu'il avait aussi un AVC, donc on s'est rendu compte qu'il a fait un AVC sur sa moto. Ce qui a aggravé son cas, c'est que la moto a percuté sur un rebord de trottoir et ça l'a catapulté sur une bouche à incendie. Et donc le choc a fait partir son casque et il a eu un traumatisme crânien. Donc sur les radios, je vois que son cerveau, il a une partie saine et une partie où on dirait qu'on a versé de la purée au sol. Enfin, c'est inqualifiable, quoi. On est face à ça et on nous dit qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Ma mère, elle était complètement anéantie. Ma sœur, elle était en panique parce qu'elle vit en France hexagonale. Et c'est moi qui suis là avec mon cousin Germain Fabio qui me supporte et qui me soutient à ce moment-là parce qu'on est complètement effondré. On se bat contre un avis médical qu'on n'accepte pas. Nous, on dit non, qu'il ne va pas mourir, et eux, ils nous disent oui. Et là, je suis tout seul, et là, on m'explique que bon, c'est vraiment pas la peine d'y compter, qu'il faudrait même penser à le débrancher. Parce qu'ils vous disent à côté, c'est soit vous acceptez qu'il meure maintenant, ou soit vous aurez un légume sur les bras, quoi. Et là, je prends sur moi et je demande à ce qu'on le maintienne en vie. Dans cette atmosphère-là, on se bat encore contre les médecins et mon frère qui commence à faire des signes, on appelle ça les signes d'éveil. Et je lui tiens la main et puis là, il me serre la main. Alors je demande à tout le monde de se calmer. Je dis, Fredo, c'est Mike qui l'a serré. Et là, il me serre à nouveau la main. Alors on fait le signalement et les médecins persistent à nous dire que ce sont des réflexes
Et on continue à relever des signes, mais ils nous disent ça. Alors mon cousin, à un moment, il en a assez. Il demande à ce que les médecins arrivent, viennent en sa présence. Et là, il dit à mon frère, voilà Fredo, c'est Fabio qui l'a, en devant, c'est docteur-là, si vous n'avez pas fait devant. Et là, il demande à mon frère de cligner des yeux s'il est d'accord. Et là, mon frère cligne des yeux. Alors, les médecins sont étonnés. Et après, il dit, Fredo, serrez mes mains, et il montre qu'effectivement, il y a le mouvement que les médecins voient. Et là, il demande à mon frère, Fredo, levez les jambes là. Et là, mon frère lève la jambe, et là, les médecins même sont décontenancés, ils ne comprennent pas. Le lendemain, on me dit qu'il est inscrit sur une liste à Berck, dans le Nord. Et c'est un hôpital de rééducation et d'éveil. Le jour de son départ, il ouvre les yeux. Et je dis, Fredo, quoi vraiment? Et je vois d'un œil, il me regarde et me fait oui. Et là, il part, mais je sors de l'hôpital, le poing levé. On a oui, une victoire sur la mort, oui. Oui. Alors qu'il part, eh ben, ici commence l'autre combat, c'est celui contre l'administration, contre les démarches. Je donne un an de ma vie, parce qu'il va rester un an là-bas. Mais pendant ces un an-là, moi, je lutte ici pour que ces doigts ne s'arrêtent pas. Il fait sa rééducation, il poursuit sa rééducation en France hexagonale. Exact. Toi, tu es ici, tu mènes un combat, tu disais, administratif. Exact. Et comment se passe son retour en Guadeloupe? C'est le 3e combat, parce que quand il rentre, faut bien l'accueillir quelque part. Je tombe dans une famille d'accueil qui est à Sainte-Anne et qui, de par leur expérience passée dans le domaine du handicap, sont eux habilités, aptes à prendre mon frère en charge. Il aura un lit pour dormir, qui ne va pas quitter en 2 années. Son contact avec l'extérieur, ça sera une petite fenêtre. Il avait perdu l'usage de la parole. Il pouvait dire que oui et non avec la tête. Et pourtant, on arrivait à avoir, j'ai envie de dire, de vraies conversations. On échangeait, mais à un point extraordinaire. Et je suis content de ces moments-là parce que je reviens à l'époque où on me demandait de débrancher cette fameuse prise. Et aujourd'hui, je suis content de ne pas l'avoir fait. Il comprenait ce qu'on faisait pour lui, comme même... J'aurais aimé faire plus, en fait. On a toujours un sentiment de culpabilité, non pas par rapport à ce qu'on a fait, mais par rapport à ce qu'on se dit qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas eu le temps. D'ailleurs, c'est de ce sentiment d'impuissance qu'est née la FTC Guadeloupe. Avec une aide précieuse, Fabrice Nancien, en effet, un ami de la famille encore, ce que Fredo appelle communément les amis famille. On va regarder quelques images si tu le permets et on en parle juste après. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les débuts de ta collaboration avec Fabrice dans ce projet? Dès le début, dès l'accident, il est là avec nous, il partage les pleurs, les rires, il partage tout. Il me parle de l'UNFTC, qui est l'Union des FTC de France. Et là, après 2 ans, dans ce vide sidéral, j'aperçois une oasis, donc un établissement ou quelque chose, une structure, qui propose des choses. À l'époque, Fredo est encore à Sainte-Anne. Il va mourir un an après, en 2016, décembre 2016, ouais. Il n'a pas le temps, concrètement, de profiter des actions de la FTC. À l'époque, on a des projets plein la tête, mais on n'a pas les moyens. On met en place un premier événement qui sont les 10 km de l'Hexagone. C'est une très bonne chose puisqu'on arrive à toucher certains partenaires. RS nous suit sur un projet qui vient de l'UNFTC mais qu'on tropicalise et qu'on adapte pour le public guadeloupéen. On va regarder quelques images et on en parle en détail juste après.
cet habitat inclusif? C'est une maison qui est partagée entre 4 résidents spéciaux. Là, l'objectif, c'est rompre l'isolement, gagner en autonomie et mutualiser tout ce qu'il y a autour, donc les interventions médicales, les aides, tout ce qu'on peut mettre autour comme action paramédicale ou médicale. Alors, tu nous expliques là l'habitat inclusif. Et qu'en est-il du GEM? Groupe d'entraide mutuelle. C'est le premier GEM qui est dédié aux cérébrolésés, qui se présente comme un accueil de joie, qui permet le répit des aidants familiaux. On propose un espace qui accueille durant la journée. Ils font différentes activités, des activités de type occupationnel, d'autres pour maintenir, j'ai envie de dire, le déjà là, en termes de capacité. Avec eux aussi, on revoit ce qu'on appelle le projet de vie, d'apporter des solutions. On le voit tous les jours par rapport aux témoignages des familles. Justement, tu parles de témoignages. J'ai un témoignage pour toi d'une personne on a prévenu pour venir à cette émission avec toi et qui a tenu à te présenter justement un petit témoignage. Au GEM de Bémao. Steve est très épanoui. Steve est très épanoui quand il y va. Il nous raconte sa journée, tout ce qu'il a fait de ses activités. Et il a hâte d'y aller le lendemain. Et on a vu son avancée, son épanouissement, parce que Steve avait un problème de langage. Et maintenant, on comprend mieux de ce qu'il dit. Alors, je tiens aujourd'hui à leur dire merci. Et merci à Mike et à M. Norcia d'avoir eu cette chance que notre fils soit au GEM de Bémao. Voilà, alors c'est un témoignage parmi tant d'autres, j'imagine, que tu dois avoir au quotidien. Exact, ça me touche beaucoup parce que aujourd'hui, le fait d'avoir ces témoignages-là, ça me permet de me rendre compte que finalement j'ai atteint un objectif qui était d'apporter des solutions. C'est sur ces belles paroles qu'on va terminer notre entretien. Merci beaucoup Merci de beaucoup, nous avoir livré ton histoire. Merci de la beaucoup. force que tu partages et dont tu as fait preuve pour surmonter tout ça. Merci. Et merci de l'action que tu mènes au quotidien. On le rappelle, l'association AFTC Guadeloupe. Merci beaucoup, Mike. Merci à très beaucoup, bientôt. Jennifer. Merci. Les sentiments que nous avons au sujet d'une épreuve sont aussi importants que l'impact que celle-ci a sur notre vie.